Nous passons notre vie à construire des forteresses pour nous isoler du monde, croyant que l'argent et le pouvoir nous mettront à l'abri de tout. Julien Beaumont le croyait fermement. Il y a 18 ans, il a chassé sa femme, la qualifiant d'erreur coûteuse. Mais le destin a une façon bien à lui de nous présenter la facture. Que feriez-vous si, 18 ans plus tard, la femme que vous avez jetée à la rue vous appelait pour vous annoncer que votre fils, dont vous ignoriez l'existence, risque la prison? Installez-vous confortablement, car l'histoire qui suit va vous bouleverser. Sophie, tu m'as enlevé la paix. Tu es une erreur coûteuse. Ce furent les derniers mots que Julien Beaumont a dit à sa femme avant de rejeter l'accord à l'amiable. Le chèque reposait sur la table en acajou, une somme qui suffisait à peine à payer le loyer, sans parler de l'avenir. Il croyait qu'il achetait sa liberté. Il croyait qu'il se débarrassait d'un fardeau. Il ignorait que, lorsqu'elle est sortie en tremblant et en silence sous la pluie, 2 cœurs battaient dans sa poitrine. 18 années de silence. 18 années à construire un empire sur une base glaciale. Jusqu'à ce jour où le téléphone a sonné et où la femme qu'il avait abandonnée est revenue avec une situation qu'il ne pouvait pas régler seulement avec de l'argent. Ceci est l'histoire d'une dette qui est enfin arrivée à son terme. Chapitre 1er. Le livre des séparations. Le son de la plume déchirant le papier était plus fort que le tonnerre et le fracas des baies vitrées de la maison seigneuriale dans les vignobles d'Avignon. C'était une plume Mont-Blanc, lourde et noire, un instrument de pouvoir pour le Julien Beaumont de 32 ans. Déjà las des liens émotionnels, ce son était la friction de la libération. « Signe ici », a dit Julien. Il n'a pas levé les yeux. Il étudiait la texture du bois de son bureau, suivant des yeux les dessins chaotiques du noyer, refusant de regarder la femme qui se tenait à 1 mètre de lui. Sophie Lefebvre n'a pas pris la plume immédiatement. Elle restait debout, les bras croisés sur son ventre, cachée sous les plis d'un gilet gris en laine beaucoup trop grand, clairement usé par les années. L'air de la bibliothèque était lourd, rempli de l'odeur de vieux papier, de cire d'abeille et de la note métallique aiguë de l'impatience de Julien. Une vague de nausée l'a envahi, le choc physique qui l'a tourmenté depuis 6 semaines, mais elle l'a refoulé en sentant la peur. « Julien » a-t-elle murmuré, la voix tremblante, sèche et cassante. « S'il te plaît, regarde-moi. » Julien a expiré brusquement par le nez. Il a ajusté les poignets de sa chemise sur mesure. La soie refroidissait agréablement ses poignets. Il a finalement levé la tête. Ses yeux étaient de la couleur de la mer hivernale, froids et agités par une irritation qu'il croyait avoir tout le droit de ressentir. « Nous en avons déjà parlé, Sophie, » a-t-il dit d'un ton coupant. « Les avocats en ont parlé. Le contrat de mariage est clair. L'infidélité n'est pas la seule violation. L'incompatibilité irréconciliable couvre tous les autres cas. Tu m'étouffes. Tu veux une vie que je ne peux pas te donner. » « Je n'ai jamais demandé cette vie, » a dit Sophie en faisant un pas en avant. Le tapis a amorti ses pas, la faisant se sentir comme un fantôme qui parcourait la maison dont on l'expulsait. « J'ai demandé à mon mari. Tu n'es jamais là, et quand tu l'es, tu regardes à travers moi comme si j'étais une tache sur ta fenêtre. »« Et maintenant, » a dit Julien en frappant le document, « je nettoie le cristal. » Cette cruauté lui a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement qu'il l'abandonnait, mais avec quelle efficacité il le faisait. Il traitait son mariage de 3 ans comme une filiale en faillite qui devait être liquidée pour stopper l'hémorragie. « Je ne me sens pas bien, Julien, » a-t-elle tenté de dire en utilisant le diminutif, avant de se repentir. Elle a senti sa langue se coller à son palais. « Je suis enceinte,
Nous allons avoir un enfant. C'était une carte gagnante, une ancre capable de retenir le navire. Mais quand elle l'a regardé, elle a vu le sourire tordu au coin de sa bouche et l'absence totale de chaleur dans sa posture. Elle est restée paralysée par une compréhension terrifiante. Si elle lui disait maintenant, il ne verrait pas un enfant, il verrait un piège, une autre dépense, d'autres chaînes. Il penserait qu'elle mentait pour garder sa fortune, ou pire, il lui enlèverait l'enfant et l'abandonnerait quand même, la plongeant dans des frais judiciaires jusqu'à lui faire perdre la garde. Julien Beaumont daignait chaque guerre qu'il initiait. « Tu te sens toujours mal » a dit Julien en se levant. Il était grand et imposant, dominant la table comme un juge. Maux de tête, fatigue, nervosité. Sophie, tu es trop exigeante. Tu es un fardeau coûteux. Il a pointé le chèque sur le papier du divorce. Généreux, c'est plus que ce que tu as apporté à ce mariage. Prends-le, recommence. Trouve quelqu'un à qui plaît cette dépendance obsessionnelle. Sophie a regardé le chèque. 1,5 million d'euros. Pour une personne ordinaire, c'était une fortune inattendue. Mais pour Julien Beaumont, dont le patrimoine venait de dépasser le milliard, c'était une misère. De l'argent de poche. L'injustice lui brûlait les yeux. Coûteuse, l'avait-il appelée. Coûteuse parce qu'elle voulait qu'il rentre à la maison pour dîner. Parce que le mois dernier, elle lui avait demandé pourquoi il sentait le parfum d'une autre. Elle a étendu la main vers la plume. Elle ne tremblait pas de faiblesse, mais d'une colère soudaine. Elle ne tremblait pas, elle vibrait avec la force d'une décision qui brûlait dans son ventre. Il ne mérite pas de le savoir, criait une voix dans sa tête. Il a perdu le droit à cette vérité quand il nous a appelé une erreur. Sophie Lefebvre a signé. Elle n'a pas utilisé son nom de femme mariée. Elle est revenue au sien, récupérant la seule chose qui lui restait. « Tout » a-t-elle dit, et sa voix est devenue soudainement ferme, descendant d'une octave. La nausée a disparu, remplacée par une clarté froide. Julien a cligné des yeux, surpris par le changement soudain dans son comportement. Il a pris les papiers, a vérifié la signature, s'assurant que sa liberté avait force légale. « Parfait. Isabelle Morel t'appellera un taxi. Tu peux demander qu'il t'envoie tes affaires. » « Je n'en ai pas besoin, » a dit Sophie en se tournant vers les lourdes portes en chêne. « Je n'ai besoin de rien de ce qu'il y avait dans cette maison. » Sophie l'a appelé Julien quand elle a pris la poignée. Il a pris le chèque qu'elle avait laissé sur la table. « Tu as oublié l'argent ?» Elle s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers lui en posant la main sur son ventre, couvrant l'étincelle minuscule de vie qu'il ne connaîtrait jamais. « Garde-le, » a-t-elle dit. Ses yeux étaient secs, mais en eux brûlait une dignité qui, pour la première fois ce jour-là, a mis Julien mal à l'aise. « Tu en auras besoin. Être aussi vide que toi coûte cher. » Elle est partie. La lourde porte s'est fermée brusquement avec un claquement, faisant grincer le silence. Julien Beaumont est resté seul dans la bibliothèque. La tempête frappait les vitres. Il a regardé le chèque et ensuite les documents signés. Pendant un instant, une inquiétude l'a envahi. Anxiété, regret. Ce n'était pas du soulagement. Il s'est servi un cognac. Le liquide ambré s'est répandu dans le verre en cristal. Il a murmuré « Bon voyage » en levant le verre vers la pièce vide. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de signer, le document avec lequel il renonçait à la seule chose qui aurait vraiment de la valeur un jour. Paris, temps présent, 18 ans plus tard. L'horizon de Paris avait changé et Julien Beaumont avait aidé à le transformer. Depuis le 45e étage de la tour du groupe Beaumont, dans la zone financière de la Défense, la ville semblait être un tableau de lumière et d'ambition. Julien était près des baies vitrées panoramiques, observant la ligne grise de la Seine.
À 50 ans, il semblait plus imposant qu'à 32 ans. Les cheveux gris sur ses tempes étaient soignés par les meilleurs coiffeurs de Neuilly-sur-Seine. Son costume bleu foncé, fait sur mesure, cachait la légère expansion de sa taille, même s'il restait en bonne forme grâce au squash et à la solitude. Sa fortune s'élevait maintenant à 40 milliards d'euros. Il avait acquis 3 entreprises technologiques, une compagnie logistique, et s'était bâti une réputation de chirurgien d'entreprise. Il coupait la pourriture, sauvait le corps, et ne se souciait pas de la douleur causée pendant l'opération. « Votre réunion de 3 heures a été annulée, Julien. La délégation japonaise est restée bloquée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle à cause des grèves. » Une voix a brisé le silence. Julien ne s'est pas retourné. Il observait comment une péniche luttait contre le courant du fleuve. « Reporte la réunion à mardi et envoie-leur à l'hôtel une bouteille de Château Margaux 82. Présente mes excuses. »« C'est déjà fait, » a répondu la voix. Isabelle Morel était debout près de la porte, avec une tablette à la main. Elle était avec lui depuis le début, depuis le jour même où Sophie était partie. Isabelle avait 55 ans, très affilée, une intelligence extraordinaire. Elle était la seule personne au monde qui n'avait pas peur de Julien. Elle était son interprète, sa conscience, quand il daignait l'écouter, et l'architecte de son agenda. « Vous avez du temps libre ?» a commenté Isabelle en tapotant l'écran. « Pourriez-vous y aller ? Patricia Gomez veut trouver un sponsor pour sa fondation, pas un mari, » a répondu Julien. Il s'est approché de son énorme bureau en verre et s'est assis. Le fauteuil en cuir a grincé doucement. « Je suis mariée à ceux-ci, Isabelle. Ça fonctionne. Elle ne me demande jamais où j'ai été et elle ne me prend pas la main quand je suis en train de mourir, » a murmuré Isabelle. « Je prévois de vivre pour toujours par pure obstination, » a répliqué Julien en ouvrant son ordinateur portable. C'est tout. Isabelle a hésité. C'était rare chez elle. Normalement, elle se déplaçait avec fluidité et assurance. « Quoi ?» a demandé Julien avec brusquerie en levant le regard. « Il y a eu un appel, » a dit Isabelle doucement. « Sur la ligne directe, celle qui évite le standard et dont le numéro n'est connu que de 5 personnes. » Julien a froncé les sourcils. Quoi ? Elle n'a pas dit le nom au début, mais a regardé l'identifiant. C'était un téléphone fixe, une cabine publique à Saint-Denis. Julien a levé un sourcil. « Je ne connais personne à Saint-Denis, » a-t-il dit. « Isabelle. » Elle a fait une pause en le regardant avec tant de tension que la chair de poule lui en est apparue. Elle a dit que c'était une erreur coûteuse. La température de la salle a semblé descendre. La climatisation bourdonnait, mais le silence est devenu assourdissant. La main de Julien est restée immobile sur la souris. Erreur coûteuse. Cette phrase est sortie du tiroir scellé de sa mémoire d'il y a 18 ans. Il a revu la pluie, il a revu le gilet gris, il a revu le chèque sur la table. Sophie, a-t-il expiré. Ce nom sentait la cendre. Il ne pensait plus à elle depuis des années. Il n'y a pas eu de carte de Noël, ni de demande de pension, ni d'appel nocturne ivre. Elle avait simplement disparu dans l'immense anonymat de Paris. Il avait supposé qu'elle était retournée en province, qu'elle s'était mariée avec un plombier et avait prospéré dans la médiocrité. Elle a laissé un numéro ? A demandé Julien d'une voix tendue. Elle est en ligne, a dit Isabelle à voix basse. Je l'ai mise en attente. Julien a regardé l'indicateur rouge clignotant de sa console. Il battait comme un cœur. Pourquoi maintenant ?
ruinée, mourante. Enfin, elle avait besoin de ce 1,5 million avec l'inflation. Le cynisme, poli par des décennies de guerre corporative, a endurci son cœur. Elle avait besoin d'argent. Ils avaient toujours besoin d'argent. « Passe-la-moi », a dit Julien en se reculant et en adoptant une expression d'indifférence ennuyée, même si personne ne le voyait. Isabelle a hoché la tête et a appuyé sur le bouton du panneau. Ensuite, elle est sortie de la salle et a fermé la porte en silence. Julien a pris l'écouteur. Il n'a rien dit d'abord. C'était un geste calculé. Attendre que l'autre côté brise le silence. Pendant 10 secondes, on n'a entendu que des interférences et le bruit lointain de la circulation. Une sirène s'est éloignée. « Bonjour Julien », a dit la voix. C'était une voix vieillie. Le timbre était rauque, usé par le temps, peut-être par les cigarettes ou la tristesse, mais c'était indubitablement elle. « Sophie ?» a-t-il demandé avec froideur. « À quoi dois-je ce plaisir ? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« 18 ans, 4 mois et 12 jours, a-t-elle répondu immédiatement. Dans sa voix, il n'y avait pas une goutte de chaleur, seulement du désespoir, de la fatigue entrecoupée. « Je suis une personne très occupée, Sophie. S'il s'agit d'un accord, je n'ai pas besoin de ton argent. » Elle l'a interrompu. « Je ne l'ai pas accepté alors, et maintenant, je n'en ai pas non plus besoin. »« Alors pourquoi appelles-tu ? Nostalgie ? » ?»« J'appelle parce que je n'ai pas le choix, a-t-elle dit. Sa voix tremblait, et pendant 1 seconde, il a de nouveau entendu la même jeune femme qui s'était tenue debout dans sa bibliothèque. « J'ai vendu la voiture, j'ai vendu la bague de ma mère. J'ai travaillé à la cantine scolaire en faisant les 2 services, mais ce n'est pas assez. Les avocats disent que nous avons besoin d'un professionnel de premier plan. Un vrai Julien, pas un avocat commis d'office. » Julien a froncé les sourcils. « Des avocats ? Vous avez des problèmes ? » ?»« Non, lui, » a-t-elle dit avec un lourd soupir. « Lucas. » »« Qui est Lucas ? » De l'autre côté de la ligne a plané un silence dense, chargé d'une vérité sur le point de détruire son monde. « Lucas, » a-t-elle dit en baissant la voix à un murmure qui a résonné dans son oreille. « Ton fils. » Julien a lâché un rire bref et incrédule. C'était un réflexe défensif, un bouclier levé pour bloquer un coup inattendu. « Mon fils » a-t-il répété, et les mots lui ont semblé absurdes. « Sophie, s'il te plaît, si c'est un chantage, c'est très maladroit. 18 ans. Tu as attendu 18 ans pour me dire que j'ai un fils. J'ai attendu parce que je voulais qu'il soit une personne décente. » La voix de Sophie s'est éteinte. Elle ne tremblait plus. Je voulais qu'il sache aimer les gens et pas seulement les posséder. Je l'ai élevé loin de toi pour le protéger et éviter qu'il ne devienne quelqu'un comme toi. Et pourtant, a répliqué Julien en serrant le téléphone jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. Maintenant, tu demandes de l'argent. Il semble que ta supériorité morale a aussi un prix. Il est en centre de détention, Julien, a-t-elle crié. Le son déformé et terrorisé a traversé l'écouteur. Ce cri l'a laissé sous le choc et l'a obligé à se taire. Sophie ne criait jamais. Elle pleurait, elle reculait, mais elle ne criait pas. Il ne l'a pas fait, a-t-elle continué entre des sanglots. Il était au mauvais endroit, à Saint-Denis, où se déroulait une opération contre des individus mal intentionnés. Ils ont arrêté tout le monde. Il rentrait juste à la maison après avoir donné des cours particuliers, mais la police a trouvé un objet prohibé près de là. Il l'accuse parce qu'il avait déjà un avertissement pour graffiti. Il lui impute l'intention de trafic et la possession d'armes blanches. Il risque 5 ans de privation de liberté. Julien, 5 ans. Il a 18 ans, c'est un enfant. En automne, il devait entrer à l'école d'architecture.
Les pensées de Julien se sont bousculées. Architecte. Je voulais être architecte, a-t-il pensé sans le vouloir, avant que la finance ne prenne le contrôle. Pourquoi devrais-je te croire, a demandé Julien, même si la glace dans sa poitrine commençait à se fissurer. Biologiquement, pourquoi devrais-je croire qu'il est le mien? Parce qu'il a tes yeux, a dit Sophie. Sa voix était vide. Et il a ton obstination. Et parce que je suis prête à faire un test ADN dès maintenant. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre les résultats avant l'audience de libération de demain. S'il reste détenu, il perdra sa bourse. Il perd tout. Julien a tourné sa chaise et est revenu regarder la ville. Les lumières de Paris semblaient plus dures, plus brillantes. Un fils. Un jeune de 18 ans appelé Lucas. « De quoi as-tu besoin ?» a demandé Julien à voix basse. « J'ai besoin de 500 000 € pour la caution, a-t-elle répondu. Et j'ai besoin d'un avocat qui ne soit pas surchargé et ne demande pas des miettes. J'ai besoin que tu utilises ce pouvoir que tu aimes tant pour sauver un garçon qui est de ton sang, même si tu ne connais pas son nom. Et si je dis non ? Alors tu prouveras que j'ai raison, a dit Sophie. Tu prouveras que tu n'es seulement qu'un carnet de chèques en costume. Et je dirai la vérité à Lucas. Je lui ai dit que son père est mort, un homme bon qui est mort jeune. Si tu refuses, j'irai à la salle des visites et je lui dirai que son père est vivant, qu'il est riche et qu'il a décidé que cela ne valait pas la peine de le sauver. La tempête est restée suspendue dans l'air. Ce n'était pas du chantage, c'était une promesse de dévastation émotionnelle. Julien a senti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'amour. Il ne connaissait pas ce garçon. C'était un défi à son ego, une tache sur le nom Beaumont. Un Beaumont dans un lieu de détention. Un Beaumont ayant besoin d'un avocat commis d'office. « Où es-tu » a exigé Julien. « Dans la cabine téléphonique à côté du supermarché à la rue de l'Albufera. Hier, ils m'ont coupé le portable. »« Reste là, » a dit Julien, « j'arrive. »« Tu n'as pas à venir, » a dit Sophie, rapidement alarmée. « Transfère juste l'argent. Puis-je te donner le contact de l'avocat ? » « Non, » a répondu Julien en se levant. Il a ressenti une décharge d'adrénaline qu'il n'avait pas expérimentée depuis sa dernière OPA hostile. « Si je vais payer pour ce produit, je vais l'inspecter. Je viens te rejoindre, Sophie, et je vais voir le garçon. » Il a raccroché avant qu'elle puisse protester. Il a appuyé sur l'interphone. « Isabelle ?» Elle est apparue à l'instant, comme si elle flottait. « Oui, monsieur Beaumont. »« Annule le dîner avec le député, » a dit Julien en prenant son manteau. « Appelle Pascal, nous allons à Saint-Denis. »« Saint-Denis, monsieur ?» Les sourcils d'Isabelle se sont levés. « Oui, et appelle-moi maître Étienne Dubois. J'ai besoin du meilleur avocat pénaliste de Paris et il doit être libre demain matin. »« Tout va bien, Julien ?» a demandé Isabelle sans formalité. La voiture de Julien semblait être un vaisseau spatial échoué dans la rue. Ses panneaux polis reflétaient la brillance néon d'une enseigne d'un local de restauration rapide et le gris éteint de l'asphalte mouillé. Les passants l'observaient, certains avec envie, d'autres avec une hostilité ouverte. Julien Beaumont est sorti de la voiture. L'air ici était différent de celui de la Défense, plus épais, chargé de gaz d'échappement, d'odeurs d'huile frite et de l'arôme humide et terreux de la dégradation urbaine. Il a ajusté son manteau en cachemire pour se protéger de la bruine, se sentant clairement déplacé. Il l'a vue immédiatement. Sophie était sous l'auvent d'un magasin, se serrant fort. Elle portait un manteau beige, 2 tailles au-dessus, probablement acheté de seconde main. Ses cheveux, autrefois d'un roux brillant sous le soleil, étaient maintenant plus éteints, rassemblés en un chignon pratique et strict avec des mèches grises visibles. 18 ans, c'était toute une vie. Julien s'est approché. Il ne s'est pas pressé. Il marchait avec le rythme mesuré de quelqu'un qui contrôle l'environnement, même quand il craint ce qu'il peut y trouver. À mesure qu'il s'approchait, les détails devenaient plus clairs.
les rides fines autour de ses yeux, la rugosité de ses mains tenant un sac en cuir usé. Elle semblait fatiguée, fatiguée jusqu'à l'âme, et le sommeil ne pouvait pas arranger ça. « Julien ?» a-t-elle dit quand il s'est arrêté à 1 mètre. Il n'a pas souri, il n'a pas étendu la main, il l'a regardée avec un mélange de soulagement et de colère défensive. Sophie a hoché la tête à voix basse. « Tu as l'air vieux ?» l'a-t-elle interrompu. Sur ses lèvres est apparu un sourire tordu et amer. « Pauvre et fatigué, ne te force pas. Chercher des compliments, Julien, ce n'est pas une salle d'audience. » « J'ai voulu dire que tu as l'air pareil, » a-t-il menti avec habileté, même si sur ses traits apparaissait encore la femme qu'il avait épousée. « Monte dans la voiture, nous ne pouvons pas parler ici. »« Je ne monterai pas dans cette chose, » a-t-elle dit en regardant la voiture. « Les gens comme moi ne montent pas dans des voitures comme ça sans arrière-pensée. »« Ne sois pas si têtu, » a dit Julien avec brusquerie. Sa patience s'est épuisée à l'instant. Il pleut. Je ne vais pas faire une réunion de famille à côté d'une poubelle remplie de tickets de loterie. Monte. Elle a hésité, a soupiré, et toute la fermeté a abandonné ses épaules. Elle a marché vers la voiture. Le conducteur, un homme imperturbable appelé Pascal, lui a ouvert la porte. Elle a glissé sur le cuir crème, comme si elle craignait de toucher quelque chose. À l'intérieur régnait un silence hermétique, isolé du bruit de la rue. Julien s'est assis à ses côtés, laissant délibérément environ 30 cm de distance entre eux. « Parle-moi de l'arrestation, » a exigé Julien, en sortant un carnet de la poche intérieure de sa veste. « Il rentrait du centre de jeunesse, » a dit Sophie en regardant ses mains. Il donne des cours particuliers de mathématiques à des enfants. C'est un bon garçon, Julien. Il ne boit pas, il ne traîne pas avec des bandes. Il dessine. Il dessine des bâtiments toute la journée. Architecture, a murmuré Julien. C'est ce que tu as dit. Il veut créer des choses qui durent, a-t-elle ajouté avec emphase, à la différence de son père. Julien a ignoré le coup. Dans le rapport de police, ils disent qu'il correspondait à la description. Sweatshirt, jeans, stature. Ils l'ont trouvé en train de courir. Il courait parce qu'il a commencé à pleuvoir. Julien, mais ils l'ont jeté au sol. Ils ont trouvé un objet prohibé dans un fossé à 3 mètres et ils ont décidé que c'était le sien. Ils n'ont pas vérifié les empreintes. Ils ont simplement vu un garçon de ce quartier et ont fermé le dossier. Julien a frappé le carnet avec le stylo. Et le précédent antécédent ? Il avait 15 ans. En légitime défense, a dit Sophie. Il a peint une fresque sur un mur abandonné. Ce n'était pas du vandalisme, c'était de l'art. Mais la mairie ne l'a pas vu ainsi. Un antécédent est un antécédent, Sophie. Le juge ne s'intéressera pas à l'intention artistique. Julien a fermé le carnet et s'est tourné pour la regarder directement. Pourquoi ne m'as-tu rien dit quand il est né ? Pourquoi ? Sophie s'est tournée vers lui. Ses yeux brûlaient. Pourquoi nous as-tu appelé une erreur ? Tu m'as appelé une dépense. Je n'allais pas permettre que mon fils grandisse en sentant qu'il était seulement une ligne dans un livre comptable pour laquelle tu détestes payer. Si, c'était difficile. Nous mangions des pâtes avec du pain. Il y a eu d'innombrables nuits blanches, mais il a été aimé. Ils ne l'ont jamais traité comme tu me regardes maintenant, comme un problème qu'il faut résoudre. Julien a senti sa mâchoire se tendre. Je résous les problèmes, Sophie. C'est pour ça que tu m'as appelée. Alors laisse-moi résoudre celui-ci. Il a frappé la vitre de séparation. Pascal, quand nous arriverons à Saint-Denis, tu vas le voir, a demandé Sophie.
La panique a brillé dans ses yeux. Julien, il ne sait pas. Il croit que son père était un mécanicien appelé Bernard qui est mort dans un accident de la circulation. Julien est resté immobile. Un mécanicien. Cela semblait une version plus douce, a-t-elle murmuré. Mieux vaut me tuer que reconnaître mon existence. Julien a lâché un rire sec et rauque. Tu as peint un tableau assez curieux, Sophie. Ne t'en fais pas. Ce soir, je ne détruirai pas vos mythes. Je suis seulement le financeur de son avocat. Pour l'instant. La voiture a démarré, avançant doucement sur les nids de poules. Julien a regardé par la vitre, observant comment la ville devenait floue. Il a senti une étrange pesanteur dans l'estomac. Une pesanteur qui n'avait rien à voir avec le dîner. Il allait rencontrer un fantôme qu'il avait lui-même créé sans s'en rendre compte et qu'il croyait mort. Dans le lieu de détention provisoire de Saint-Denis, l'air sentait la lessive, la vieille sueur et le désespoir. Ce fut un choc sensoriel qui a fait que Julien a voulu retenir son souffle. Il marchait à côté de maître Étienne Dubois, l'avocat qu'Isabelle avait appelé. Dubois était un requin en costume de soie, un homme qui facturait 100 000 € de l'heure et valait chaque centime. « Laissez-moi parler, monsieur Beaumont », a dit Dubois calmement pendant qu'ils avançaient par les couloirs. « Nous établissons seulement la représentation et garantissons sa sécurité. »« Je veux le voir, » a dit Julien. « Je veux lui parler. » « Brièvement, » a clarifié Dubois. « Il est probablement effrayé et instable. » Une fonctionnaire fatiguée avec des taches de café sur l'uniforme a ouvert la lourde porte en acier pour les emmener à la salle des interrogatoires. « Tu as 10 minutes, » a-t-elle grogné. Julien est entré. La salle était une boîte en béton avec une table vissée au sol et 2 chaises. L'un des miroirs sans teint occupait tout le mur. Et il était là. Lucas Lefebvre était assis, courbé sur la chaise, la tête enfoncée entre les mains. Il portait un sweatshirt gris, des jeans et des baskets usées. En entendant le coup à la porte, il a levé la tête. Julien a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine, et il est resté à bout de souffle. Ce n'étaient pas seulement les yeux, même s'ils étaient du même bleu glacé que les siens. C'était la structure du visage, les pommettes hautes, la ligne marquée de la mâchoire, la façon dont il fronçait les sourcils en évaluant une menace. C'était comme se regarder dans un miroir qui reflète un homme d'il y a 30 ans. Lucas s'est levé lentement. Il était grand, mince, mais aux épaules larges, et dans ses veines vibrait une énergie indomptable. Il a détourné le regard de maître Étienne Dubois vers Julien, s'arrêtant sur le costume, la montre, les chaussures. Avec un cynisme qui a brisé le cœur de Julien, il évaluait la richesse présente dans la salle. « Qui êtes-vous » a demandé Lucas. Sa voix était grave, légèrement tremblante par la fatigue. « Vous n'êtes pas des avocats commis d'office ?»« Non » a répondu Dubois en avançant et en laissant sa mallette sur la table. « Je suis maître Étienne Dubois. Ta mère m'a engagé pour représenter tes intérêts. » Lucas a lâché un rire sec et tranchant. « Ma mère gagne 8 € de l'heure. Elle ne peut pas se permettre ta cravate et encore moins tes services. » « Un bienfaiteur est intervenu, » a dit Dubois calmement en pointant Julien. « C'est monsieur Beaumont, un vieil ami de la famille. »« Ami ?» Lucas a plissé les yeux en regardant Julien. « Ma mère n'a pas d'amis qui portent des costumes à un demi-million. »« Alors, qui êtes-vous en réalité ?» Julien a fait un pas en avant. De près, il pouvait voir les cernes de fatigue sous les yeux du garçon. Il pouvait voir les taches d'encre sur ses doigts, de charbon et de graphite. « J'ai connu ta mère il y a longtemps, » a dit Julien d'une voix ferme, même si le pouls lui frappait dans la gorge. « Elle m'a appelé. A-t-elle dit que tu n'as pas fait ça ?»« Je ne l'ai pas fait, » a répondu Lucas avec fureur en se penchant vers l'avant. « Je marchais juste, c'est tout. Je marchais juste, mais eux ne s'en soucient pas. Pour eux, je suis un autre garçon du quartier.
capuche mise, tête basse, coupable. « Je te crois, a dit Julien. Lucas a hésité, embarrassé par le changement soudain de sujet. Modernisme durable, intégration de zones vertes dans des bâtiments résidentiels hauts. Les gens ne devraient pas vivre dans ces boîtes en béton. Il a regardé autour de la salle. Julien a souri. C'était un sourire léger et sincère. Non, il ne le devrait pas. Les structures influencent l'âme, n'est-ce pas ? Lucas l'a regardé. Il l'a regardé vraiment pour la première fois. Oui, c'est vrai. Monsieur Beaumont, a interrompu Dubois, nous devons parler de la stratégie de défense. Julien a hoché la tête et a reculé vers la porte. Nous te sortirons d'ici, Lucas, a dit Julien. Je te le promets, demain. Pourquoi ? A de nouveau demandé Lucas. Sa voix est devenue plus basse. Il y avait de la vulnérabilité en elle. Pourquoi faites-vous ça ? Julien est resté immobile, la main sur la poignée. Il a regardé le garçon, son propre fils, assis dans une cage, parce que le monde a décidé que cela n'importait pas. Pourquoi ? A dit Julien, la voix tremblante par l'émotion soudaine qui le débordait. L'injustice est une erreur coûteuse, et je suis fatigué des erreurs. Il est sorti sans rien dire de plus, laissant Lucas le regarder partir. Il fronçait les sourcils. Son visage était exactement pareil à celui de Julien. Juge de Saint-Denis. La salle du tribunal était un théâtre de la souffrance. L'air sentait la laine humide et l'anxiété. Les lumières fluorescentes bourdonnaient avec une clarté qui provoquait des maux de tête. Julien était assis dans la dernière rangée à côté de Sophie. Elle tremblait. Il sentait le tremblement la parcourir à travers le banc en bois. « Respire », a-t-il chuchoté sans la regarder. Normalement, il refuse la libération sous caution dans les délits graves, a-t-elle chuchoté en serrant un chapelet, surtout s'il y a des antécédents. Normalement, a dit Julien en ajustant ses boutons de manchette. Mais normalement, l'accusé n'a pas maître Étienne Dubois. La secrétaire du tribunal a annoncé l'affaire. Royaume de France contre Lucas Lefebvre. Ils ont fait avancer Lucas au banc. Derrière le verre, il semblait plus petit. Il a regardé la salle et a trouvé sa mère. Immédiatement, il lui a dédié un sourire courageux mais tendu. Ensuite, son regard s'est arrêté sur Julien. La confusion est revenue sur son visage. La procureure, une jeune femme épuisée avec une pile de documents instables sur la table, s'est levée. « Monsieur le juge », a-t-elle commencé, l'accusation s'oppose à la liberté sous caution. L'accusé a été arrêté dans une zone où se déroulait une opération pour freiner des activités illicites. L'objet a été trouvé à seulement quelques mètres de lui. Il a des antécédents de conduite antisociale. Nous considérons qu'il existe un risque significatif de récidive et de fuite. Sophie a sangloté en silence. Julien a placé sa main sur la sienne. Sa main était chaude, lourde et ferme. Elle ne s'est pas écartée. Maître Étienne Dubois s'est levé. Il ne s'est pas pressé, a boutonné sa veste et a ajusté ses lunettes. Dans la salle, le silence s'est fait. Tous l'attendaient. « Monsieur le juge », a commencé Dubois. Son baryton profond captivait l'attention. Les arguments de l'accusation ne sont pas de simples indices circonstanciels. Ce sont de la fantaisie. Les empreintes digitales ne lient pas mon client à l'objet. Aucune substance n'a été trouvée en sa possession. L'historique antisocial supposé se limite à une fresque peinte il y a 3 ans. C'était un acte d'expression artistique, pas de violence. Dubois a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. De plus, a-t-il continué, l'accusation parle de risque de fuite. Mon client est boursier et aspirant à entrer à l'école d'architecture. Il travaille comme tuteur avec des enfants de familles à faible revenu.
Il est le seul soutien de sa mère. Dubois s'est retourné en montrant la salle. Quant à la caution, aujourd'hui est présent monsieur Julien Beaumont, directeur général du groupe Beaumont. Il est disposé à déposer une caution de 5 millions d'euros pour garantir la comparution de monsieur Lefebvre. Un murmure a parcouru la salle. La juge, une femme au visage fatigué, a levé la tête, surprise. 5 millions d'euros était un chiffre inouï pour ce type d'accusation dans ce tribunal. Elle a regardé Julien au-dessus de ses lunettes. Julien s'est levé et a hoché la tête avec fermeté. Son autorité était évidente. Le geste disait « Je ne soutiens pas les perdants ». 5 millions d'euros, a répété la juge. Et il est aussi disposé à fournir un logement à l'accusé dans sa résidence du quartier de Salamanca, si le tribunal exige un changement de domicile pour le sortir de l'environnement de ce quartier, a ajouté Dubois. Pour Sophie, ce fut une surprise. Elle a porté la main à sa bouche et a regardé Julien. « Quoi ? Silence !» a sifflé Julien. La juge a fait une pause pour délibérer. Cela a duré moins de 2 minutes. La demande de caution est approuvée. Annonce. Conditions. Couvre-feu de 19h à 7h du matin. Caution de 5 millions d'euros. L'accusé devra résider à l'adresse fournie par monsieur Beaumont. Le coup de marteau a retenti. Sophie s'est laissée tomber sur le banc et a éclaté en sanglots de soulagement. « Il est libre! Il est libre !» Julien m'a pas souri. Il calculait déjà son prochain mouvement. Il avait acheté la liberté du garçon, mais il avait aussi légalement lié son fils à lui. 20 minutes plus tard, ils étaient sur les marches du tribunal. La pluie avait cessé et le trottoir brillait, glissant. Lucas est sorti avec une expression étourdie, tenant un sac en plastique avec ses cordons et sa ceinture. Sophie a couru vers lui et l'a serré fort. « Grâce à Dieu, grâce à Dieu !» Lucas l'a serré aussi en enfonçant son visage dans son épaule. Pendant un instant, une vague d'amour et de soulagement les a enveloppés. Mais Julien n'a pas pu entrer dans ce cercle. Il a senti un pincement de jalousie, une douleur froide et solitaire dans la poitrine. Lucas s'est écarté et a regardé Julien. « Vous avez déposé 5 millions et je devrais vivre avec vous. » C'était la seule façon de garantir la caution, a dit Julien d'un ton professionnel pour cacher sa nervosité. Le lieu de résidence est considéré comme un facteur de risque. Ma maison... Non, je ne vous connais même pas, a dit Lucas en plissant les yeux. Pourquoi faites-vous ça pour un ami de la famille ? Maman, qui est-il ? Sophie a regardé Julien, ses yeux suppliaient. Pas maintenant, pas encore. Julien a regardé le garçon. Il voulait le dire. Je suis ton père. Mais en voyant la méfiance dans les yeux de Lucas, il a compris que la vérité détruirait la fragile victoire qu'il venait d'accomplir. Je suis une personne qui investit dans le potentiel, a dit Julien de façon énigmatique. Et ta mère a raison, tu as du talent. Je n'aime pas quand le talent est gaspillé dans une détention. Il a désigné la voiture arrêtée sur le trottoir avec le moteur allumé. Monte, a dit Julien. Nous avons beaucoup à nous dire, et je suppose que tu as faim. Lucas a regardé sa mère. Sophie a hoché la tête en essuyant ses larmes. C'est bien, Lucas. Va avec lui, j'irai récupérer ton sac. Tu viendras aussi, a dit Julien à Sophie. Quoi ? a-t-elle demandé. Je ne vais pas vous séparer, a dit Julien en adoucissant sa voix. Il y a 5 chambres, tu ne resteras pas seule à Saint-Denis pendant que dure l'enquête. Monte dans la voiture, Sophie. Elle l'a regardé en cherchant un piège, mais elle a seulement vu un homme qui, de façon maladroite et arrogante, essayait pour la première fois en 20 ans de faire ce qui était juste. Elle a pris son fils par la main et l'a conduit à la voiture.
Julien les a observés. Il avait un fils, il avait une ex-femme. Il avait devant lui une bataille judiciaire. Et pour la première fois en 18 ans, le silence dans sa tête a disparu, remplacé par le bruit chaotique et terrifiant d'une famille. Quartier de Salamanca, Paris. La voiture est entrée dans l'enceinte surveillée du manoir dans la rue Serrano. C'était une forteresse, un bâtiment de 4 étages modernisé avec une précision implacable. Les caméras de sécurité clignotaient en rouge dans les ombres. Lucas est descendu de la voiture avec le sac sur l'épaule et un sac à dos qui semblait avoir survécu à une guerre. Il a levé les yeux vers la maison en étirant le cou. « C'est néoclassique, n'est-ce pas ?» a demandé Lucas à voix basse. Mais la façade a été restaurée avec des matériaux modernes. C'est du granit. Julien a regardé le garçon, surpris. « Oui, la plupart des gens voient seulement une grande maison. Voyez-vous les matériaux ?»« Les matériaux importent, » a murmuré Lucas. « Ils montrent si le bâtiment durera ou s'il s'effondrera. » À l'intérieur, la maison était un musée de confort froid. Le vestibule était un espace immense de marbre blanc et noir. Lucas mangeait vite, avec la faim d'un adolescent habitué aux petites rations, mais il se souvenait des règles d'éducation. Il attendait que Sophie commence. Il ne parlait pas la bouche pleine. « Alors, » a dit Julien en coupant le filet avec une précision chirurgicale. « École d'architecture. »« Si j'arrive à entrer, » a dit Lucas d'un ton sombre en remuant un légume dans l'assiette. « C'est difficile d'étudier beaucoup quand on est dans un centre de détention. »« Mais tu n'iras pas en privation de liberté, » a affirmé Julien. « Dubois détruira son dossier. »« Dubois coûte une fortune, » a dit Lucas en regardant directement Julien. « Pourquoi faites-vous ça ? Maman a dit que vous étiez un vieil ami, mais je n'ai jamais entendu votre nom, même pas une fois, et nous parlons de tout. » Sophie est restée immobile avec la fourchette à mi-chemin. Julien a bu une gorgée de vin rouge intense avec un goût métallique. « J'ai connu ton père. » Le mensonge avait un goût amer, mais il l'a dit avec douceur. Lucas s'est animé. « Bernard ? Vous avez connu Bernard ? » « Pas longtemps, » a répondu Julien. « Nous avons travaillé ensemble il y a des années. C'était un homme bon avec de la malchance. »« Il est mort dans un accident de la circulation, » a dit Lucas, répétant le mythe créé par Sophie. « Avant que je sois né. »« Oui, » a répondu Julien en croisant le regard de Sophie rempli de peur. « Il a manqué beaucoup de choses. »« Alors pourquoi faites-vous ça ? Par culpabilité ?» a insisté Lucas. Il était perspicace, trop perspicace. « Dette » a corrigé Julien. « Quand une personne accumule des ressources comme les miennes, elle est obligée de corriger des déséquilibres comptables. Considère-le comme une bourse, un investissement. » Lucas a regardé autour, observant les tableaux abstraits, les rideaux lourds, la table solitaire. « C'est une bonne maison, » a dit Lucas. « Mais elle est froide. Les plafonds sont trop hauts pour la taille des chambres. L'acoustique est horrible. On entend l'écho de sa propre fourchette. Cet endroit n'est pas fait pour que des personnes y vivent. Il a été construit pour impressionner. » Julien a laissé son couteau. Personne n'avait critiqué sa maison en 10 ans. Tous les autres admiraient l'architecture du bâtiment. « Et comment la répareriez-vous » a répliqué Julien. « Baissez l'éclairage, » a répondu Lucas à l'instant. « Ajoutez des panneaux sur les murs pour absorber le son. Divisez l'espace ouvert avec des panneaux. Créez des zones où vous n'êtes pas visible depuis les portes. Une maison doit avoir des secrets. Cet endroit vous expose. » Julien la regardait fixement. Le garçon avait identifié en 5 minutes le vide spirituel de la maison. C'était une maison pour quelqu'un qui n'avait rien à cacher et personne à serrer dans ses bras. « Intéressant, » a murmuré Julien. « Peut-être pourriez-vous faire quelques croquis,
puisque vous avez un couvre-feu et que vous ne pouvez pas sortir. Peut-être, a haussé les épaules Lucas en remettant son sweatshirt. Sophie les observait le cœur accéléré. Ils parlaient déjà dans une langue qu'elle ne comprenait pas, la langue des angles, de la lumière et de la structure. Elle a vu une étincelle dangereuse de connexion et, pour la première fois, elle a craint plus l'influence de Julien que son rejet. Les 3 jours suivants furent un purgatoire étrange. Par ordre judiciaire, Lucas était confiné dans la maison. Il passait le temps à marcher par le jardin d'hiver ou assis dans la bibliothèque à dessiner avec fureur dans son carnet usé. Julien a commencé à rentrer plus tôt à la maison. Il a dit à Isabelle qu'il suivait le processus légal, mais la vérité était qu'il voulait observer le garçon. Le jeudi soir, Julien est entré dans la bibliothèque. Lucas était couché sur le tapis persan, entouré de feuilles de papier. Il dessinait avec du charbon. Sa main bougeait en arc doux et sûr. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Julien debout au-dessus de lui. Lucas n'a pas sursauté. C'est un concept pour un complexe résidentiel. Si on détruisait les blocs et qu'on construisait des bâtiments bas avec des cours intérieurs partagés, on réduirait la délinquance en créant des espaces protégés. Les gens protègent ce qu'ils considèrent comme leur appartenant. Personne ne se sent partie d'une tour de béton. Julien s'est penché. Le dessin était grossier mais brillant. Il montrait une compréhension du comportement humain, pas seulement des briques. Théorie de l'espace défendable de Newman, a commenté Julien. Trop ambitieux pour un étudiant. Je lis beaucoup, a dit Lucas. Les bibliothèques sont gratuites. Julien a regardé les mains du garçon tachées de charbon noir. Il s'est rappelé les siennes à cet âge, tachées d'encre avant de se soucier de manucure et de serrement de main. « Tu as bon œil, a dit Julien. Ce fut le premier compliment sincère qu'il avait fait depuis des années. « Mais ces murs porteurs ici, a-t-il pointé une zone, ne sont pas suffisants. La portée du toit est trop grande, il s'effondrera. » « Il ne s'effondrera pas, a répliqué Lucas. Non, si nous utilisons du bois lamellé. Le bois se déforme, l'acier est prévisible. L'acier est froid, a répondu Lucas. Le bois respire. Ils ont disputé pendant 1 heure. Ils ont disputé sur la résistance à la traction, sur la lumière, sur l'éthique de la gentrification. Pendant 1 heure, Julien n'était pas milliardaire ni directeur général, et Lucas n'était pas un accusé. Il n'était juste que 2 esprits qui s'entrechoquaient et produisaient des étincelles. Sophie était debout à la porte sans être vue. Elle observait comment Julien faisait des croquis sur le papier de Lucas en corrigeant des lignes. Et Lucas hochait la tête, absorbant l'information comme une éponge. Elle voyait la ressemblance dans leur posture, dans la façon dont ils se penchaient l'un vers l'autre, dans comment ils fronçaient les sourcils. Soudainement, une tristesse aiguë l'a envahie. Elle les avait maintenus séparés pour protéger Lucas, mais en les voyant maintenant, elle se demandait si elle ne lui avait pas enlevé quelque chose de vital. « Julien » a-t-elle dit en entrant dans la pièce. Le sort a été brisé. Julien s'est levé en s'époussetant les genoux. Lucas a ramassé rapidement ses papiers. « J'ai besoin de parler avec toi, » a dit Sophie à Julien en tête-à-tête. Julien a hoché la tête. « Lucas, va te laver avant de dîner. » Quand le garçon est parti, Sophie s'en est prise à Julien. « Il faut que cela s'arrête. Arrête de jouer à être père. Arrête d'essayer de l'impressionner avec tes connaissances et ta bibliothèque. Maintenant, tu ne peux pas être son mentor, Julien. Tu ne peux pas apparaître soudainement et devenir un héros juste parce que ça te procure du plaisir. » Plaisir ? La voix de Julien s'est élevée. Crois-tu vraiment que c'est amusant ? Demain, j'ai une réunion du conseil d'administration sur une fusion de 2 milliards. Et au lieu de ça,
Je suis en train de discuter de structure de toi avec un adolescent qui me voit comme un étranger. Alors pourquoi le fais-tu ? Parce qu'il est talentueux, a trié Julien. Il a un don, Sophie. Un don que je reconnais et je ne vais pas permettre qu'il pourrisse dans une détention ou se flétrisse en dessinant sur des serviettes par la faute d'un système qui est contre lui. Il n'a pas besoin de tes ambitions, a murmuré Sophie. Il a besoin d'une mère. Il a besoin de sécurité. Il a besoin de savoir que l'amour ne dépend pas des résultats. Et toi, qu'est-ce que tu lui as donné ? A répliqué Julien. En lui se sont réveillés des instincts cruels. Pauvreté, lutte pour survivre, un père mort inventé. Je lui ai donné un foyer, a dit Sophie avec des larmes aux yeux. Un foyer qui n'était pas vide, même quand le frigo l'était. N'ose pas me juger, Julien Beaumont. Tu as signé le chèque, tu as payé ton prix. Ne te plains pas maintenant des intérêts. Julien s'est tourné en regardant la cheminée. Les flammes dansaient, dévorant l'oxygène de la pièce. « Je ne te juge pas, a-t-il dit à voix basse. Je me juge moi-même, et je n'aime pas ce verdict. Le vendredi matin, il a plu, et une décision a été prise qui a brisé le fragile calme de la maison. Dubois est arrivé tôt et a posé sur la table du petit déjeuner une proposition d'accord avec le parquet. « Liberté conditionnelle », a expliqué Dubois. « Pas de privation de liberté, seulement admission de culpabilité. »« Accepte-le », a insisté Sophie, effrayée. Lucas a regardé Julien. « Tu as dit que les innocents ne doivent pas s'incliner devant des solutions commodes. »« Je ne le ferai pas non plus, » a répondu Julien en regardant le document. « Je vois le piège. Avoir des antécédents priverait Lucas de bourse, visa et futur. Si tu signes ça, tu seras en sécurité, mais tes opportunités resteront limitées. Si tu luttes, tu risques la détention, mais tu défendras ton nom. »« Je n'ai pas fait ça, » a dit Lucas en écartant le papier. « Je ne dirai pas que je l'ai fait. » Julien a hoché la tête. Dans sa poitrine brûlait la fierté. « Alors nous lutterons. Isabelle, la voiture. Nous allons découvrir la vérité. » Les 48 heures suivantes sont passées comme dans un brouillard rempli d'opérations dangereuses. Julien ne devait pas seulement contre-vérifier, a répondu Julien en regardant par la fenêtre. Des investissements requièrent le contrôle pour, a dit Sophie avec dureté en essuyant ses larmes. Arrête de lui mentir, Julien. Lucas a regardé de l'un à l'autre. Sur quoi était-il en train de mentir exactement ? Julien est resté immobile, a regardé son ex-femme et a vu la détermination dans ses yeux. Elle avait raison. Le chèque a été encaissé. La dette était payée, mais la vérité manquait encore. « Je n'ai pas connu ton père, Bernard, » a dit Julien à voix basse en se tournant vers le garçon. « Quoi ? » « Il n'y a eu aucun Bernard, » a continué Julien. Sa voix tremblait. « Il y a eu seulement un homme trop jeune, trop égoïste et trop obsédé par lui-même pour valoriser ce qu'il avait. Un homme qui a appelé sa femme une erreur chère et l'a laissée partir sous la pluie. » Lucas est resté paralysé. Il regardait Julien et toutes les pièces s'emboîtaient. Les yeux, la mâchoire, la connexion immédiate entre croquis et acier. « Et vous ?» a murmuré Lucas. « C'est vous ?»« Je suis ton père, Lucas, » a dit Julien. « Je n'ai pas su ton existence jusqu'à ce que Sophie appelle. Mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû regarder en arrière. Je ne l'ai pas fait. » Lucas s'est écarté en s'appuyant sur la porte. L'admiration s'est transformée en trahison. Vous nous avez laissé mourir de faim. Vous viviez dans un palais pendant que maman travaillait sur 2 postes. Vous m'avez laissé croire que mon père était un héros. Je ne suis pas un héros, a dit Julien en sortant de sa poche le vieux chèque que Sophie avait rendu. Il l'a déchiré en 2.
Je suis un homme avec beaucoup d'argent et une vie très vide. Je n'espère pas que tu me pardonnes, mais je te demande de me permettre de réparer le toit, que tu me laisses payer tes études universitaires, que tu me laisses t'aider à construire ces bâtiments. Pas comme père, je ne mérite pas ce titre, comme associé. Lucas a regardé le chèque déchiré. Il a regardé sa mère qui a hoché la tête lentement. Ensuite, il a regardé l'homme qui lui avait sauvé la vie et qui lui ressemblait physiquement. « Je ne reste pas dans la maison du centre historique », a dit Lucas d'une voix tremblante mais ferme. « Je rentre à la maison, au quartier. »« Je sais », a dit Julien. « Mais, » a ajouté Lucas en faisant une pause en ouvrant la porte. « La bibliothèque a une acoustique horrible. Si je t'envoie un croquis de réforme, tu le regarderas ?» Julien a souri. C'était un sourire sincère, cassé, plein d'espoir. Je l'attendrai chaque jour. Lucas est sorti de la voiture avec sa mère, retournant à sa vie. Il n'a pas regardé en arrière avec colère. Il a regardé avec des questions. Julien l'a suivi du regard. La pluie avait cessé. Pour la première fois en 18 ans, le ciel était dégagé. Nous passons la vie à construire des forteresses pour nous isoler du monde, croyant que la sécurité est dans la solitude. Mais Julien Beaumont a compris que les structures les plus solides ne sont pas faites d'acier ni de pierre. Elles sont faites de vérité, de pardon et du courage de reconnaître ses propres erreurs. Il n'a pas acheté l'amour de son fils, il a gagné le droit d'être dans cette pièce, et parfois, simplement être présent est la plus grande victoire. Si cette histoire t'a ému, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner pour recevoir plus d'histoires sur la rédemption et les relations humaines. Partage-la avec qui a besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour corriger une erreur. Merci d'avoir regardé.